Bonjour et bienvenue dans ce décryptage consacré au cycle de vie complet des politiques publiques. Aujourd'hui, on va voir comment transformer de grandes théories abstraites en une véritable feuille de route pour comprendre leur impact sur le terrain. C'est un sujet absolument passionnant et c'est parti. Au programme de notre analyse, on commence avec le pouvoir de l'action collective, suivi des théories du changement et de l'action. On passera ensuite en revue les 8 étapes de la conception d'un programme, puis la fameuse matrice du cadre logique, pour terminer sur l'évaluation du mérite, de la valeur et de la cohérence. C'est un cheminement logique de la toute première étincelle d'une idée jusqu'à son évaluation finale. Première étape, le pouvoir de l'action collective. C'est vraiment le point de départ incontournable de tout programme public. On a souvent l'impression qu'une politique publique, c'est juste une règle imposée d'en haut. Mais en fait, pas du tout. Si on s'appuie sur le cadre du professeur Semi Londo, c'est avant tout un processus de résolution de problèmes. Le but du jeu, c'est de rassembler des acteurs qui ont des intérêts totalement différents et de les faire négocier pour trouver une solution acceptable par tous. Bref, c'est l'art de transformer des désaccords profonds en avancées concrètes pour la société. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'intervention de l'État ? L'économie nous donne une réponse brillante en classant les biens selon 2 critères, l'exclusivité et la rivalité. L'idée, c'est que l'action publique doit obligatoirement prendre le relais pour fournir ce qu'on appelle des biens publics purs. Prenez la qualité de l'air ou la sécurité par exemple. Ce sont des biens non exclusifs et non rivaux. Du coup, les acteurs privés n'ont strictement aucune incitation financière à s'en occuper. Sans politique publique, rien ne se ferait. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple monumental, la pollution de l'eau en Europe, et plus particulièrement le cas du fleuve Danube, qui a fait l'objet d'un rapport alarmant du WWF en 2021. Comment on règle un problème d'une telle ampleur ? Eh bien, l'Union européenne a utilisé l'action collective via ses projets intégrés LIFE, en mettant autour de la même table les citoyens, les entreprises et les autorités nationales, sous la houlette de la Commission européenne. On voit bien que la coordination de toutes ces parties prenantes est littéralement la seule clé pour s'en sortir. Deuxième partie de notre analyse, les théories du changement et de l'action. C'est ici qu'on passe à la table à dessin pour concevoir le programme. C'est toujours fascinant de comparer ces deux concepts car ils sont complémentaires mais très différents. La théorie du changement, c'est le grand pourquoi. Elle conceptualise l'idée de base, teste les hypothèses et regarde toutes les nuances du changement espéré. De l'autre côté, la théorie de l'action, c'est la feuille de route pure et dure. C'est le fameux si on fait l'action X, alors on obtiendra le résultat Y. Elle se concentre uniquement sur ce qui est sous le contrôle direct du projet. Et pour voir comment ça s'articule dans la vraie vie, prenons l'ambition de l'Union européenne de devenir le leader de l'intelligence artificielle. L'objectif global de créer un environnement ultra innovant pour propulser l'Europe au sommet, ça, c'est la théorie du changement. Mais le fait d'allouer des budgets précis chaque année et de nommer des directions spécifiques pour gérer tout ça, c'est la théorie de l'action. L'une sans l'autre, c'est comme une voiture sans moteur, on n'ira nulle part. Ce qui nous amène à notre troisième partie, les 8 étapes de la conception d'un programme. Autrement dit, comment on construit ça de A à Z. Toute politique digne de ce nom commence par 5 phases de planification très strictes. D'abord, on identifie le besoin et sa cause profonde. Ensuite, on évalue ce besoin. D'ailleurs, l'OCDE souligne un point absolument crucial ici. Il faut impliquer des institutions représentatives et faire de la prospective stratégique dès la définition du problème. Ensuite, on cherche des preuves. On épluche les anciens programmes pour voir ce qui a marché ou pas. Et enfin, on développe la conception du programme. Et après la théorie, place à la pratique. C'est le moment d'engager les fonds publics et les équipes sur le terrain à travers 3 phases d'exécution. On commence par piloter le programme à petite échelle pour tester le terrain. Ensuite, c'est le grand déploiement. Et finalement, l'étape qu'il ne faut surtout pas zapper pour boucler la boucle, le suivi et l'évaluation. 4e partie, la matrice du cadre logique. C'est l'outil de gestion STAR utilisé pendant la phase de déploiement, adopté par l'USAID dès les années 1960. Ce fameux cadre logique a de sérieux atouts. Il offre une conception super structurée et lie les actions à des indicateurs concrets et vérifiables. C'est net, c'est précis. Mais attention, il y a un piège. S'il est mal utilisé, il souffre d'une absence de dimension temporelle. En gros, si on ne le met pas à jour face à la réalité du terrain, il devient complètement rigide. On se retrouve alors avec ce qu'on appelle, ironiquement, un cadre sans aucune logique. Et ça nous pousse à nous poser une question qui remet tout en perspective. Quand on intervient dans des sociétés complexes, est-ce que la causalité avance vraiment en ligne droite ? Eh bien, la réponse est non. Le cadre logique traditionnel adore l'idée d'une logique linéaire, de haut en bas. On met des ressources et paf, on a un résultat prévisible. Sauf que la théorie de la complexité nous prouve le contraire.
Le monde réel, c'est pas une ligne droite. C'est un immense réseau où toutes les variables interagissent de façon dynamique et parfois imprévisible. Une petite action ici peut déclencher une énorme réaction inattendue là-bas. Passons à notre 5e et dernière partie, l'évaluation du mérite, de la valeur et de la cohérence. C'est l'heure du bilan pour notre programme. Au moment de l'évaluation, il faut absolument faire la différence entre le mérite et la valeur. Prenons un projet génial pour protéger les abeilles sauvages dans nos parcs naturels. Le mérite, c'est l'efficacité pure. Est-ce qu'on a sauvé les abeilles, oui ou non? La valeur, c'est la casquette du comptable qui prend le relais. C'est le rapport coût-bénéfice. Combien de nouvelles abeilles a-t-on généré pour chaque euro dépensé? Les deux visions sont indispensables. Pour faire ça, dans les règles de l'art, on utilise les critères en or du Comité d'aide au développement de l'OCDE, mis en place en 1991 et mis à jour en 2019. On évalue 5 piliers essentiels: la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact direct et bien sûr la durabilité du projet sur le long terme. Mais en 2021, un petit nouveau a fait son apparition dans les critères et c'est un véritable changement de paradigme, la cohérence. L'idée, c'est de s'assurer qu'un programme ne vit pas dans sa bulle. Est-ce que cette nouvelle politique est vraiment compatible avec tout le reste de ce qui se fait déjà dans le pays ou l'institution? Autant vous dire que mesurer ça, c'est un travail de titan. Il y a la cohérence interne. Est-ce que les différents ministères d'un même gouvernement tirent dans la même direction ou est-ce qu'ils se contredisent? Et puis, il y a la cohérence externe. Est-ce que cette politique est alignée avec les lois et les grands objectifs internationaux? Ça demande d'analyser une montagne de documents et de concilier une tonne d'intérêts divergents. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour clôturer ce décryptage. On vient de voir comment on planifie, déploie et évalue tout ça avec des cadres très stricts. Mais on sait aussi que le monde réel est chaotique et non linéaire. Alors, quand ces plans ultra rigides se heurtent à la réalité imprévisible du terrain et que les choses dérapent, qui doit finalement être tenu responsable du résultat final? C'est une question vertigineuse mais incontournable pour quiconque souhaite vraiment comprendre les rouages de l'action publique. Réfléchissez-y.